Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 2 février 2022. Alors avant de débuter, j'ai oublié de vous prévenir, mais aujourd'hui à 14 heures, j'animerai un webinaire de formation au trading avec VAM Fibo 50, aussi connu sous le prénom de Vincent. VAM Fibo est très présent sur les réseaux, trader depuis plus de 25 ans. Il coach aussi des traders particuliers et donc je l'ai invité à 14 heures pour une émission dans laquelle il viendra un peu nous raconter son parcours, son expérience et aussi le fait qu'il animera à partir du 16 février des webinaires hebdomadaires pour Daily FX dans lequel il vous expliquera un peu comment il intervient sur les marchés et comment il traite les marchés avec potentiellement des prises de position en temps réel. Donc, je vous mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous inscrire cet après-midi à 14 heures pour venir lui poser toutes vos questions. Bien entendu, un replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Maintenant, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors aujourd'hui, nous avons deux événements, dont un qui a déjà eu lieu, à savoir l'inflation en zone euro, qui a une nouvelle fois accéléré en janvier, et la réunion de l'OPEP+, qui devrait débuter cet après-midi à 14 heures. Alors, côté US, on reste toujours dans ce rebond. Reste à savoir si c'est un rebond technique suite à du rachat de short ou un début de reprise haussière. En tout cas, on est vraiment sur des niveaux clés actuellement. On a retracé entre 50 et 61,8 en Europe comme outre-Atlantique, mais pour autant, les incertitudes n'ont pas disparu. Toutefois, l'indice de l'énergie s'est établi quand même à un pic inédit hier. On a quand même eu, je trouve, une séance un peu en dents de scie qui a illustré très clairement les incertitudes des investisseurs sur la position adoptée face au marché. En amont, comme vous le savez maintenant, des hausses de taux d'intérêt que devrait opérer la Fed. La perspective du relèvement des taux d'intérêt par la Fed, attendue en mars, de même que la fin des achats d'obligations de la Banque centrale, a quand même rendu le marché assez volatile et nerveux. Globalement, là, le VIX est en train de retomber, mais on reste quand même sur des niveaux assez élevés, ce qui montre que le marché n'est pas totalement rassuré. D'un autre côté, les investisseurs tentent de se positionner de manière adéquate. Une démarche compliquée par l'impact économique persistant de la pandémie de coronavirus et par les tensions aussi géopolitiques à propos de l'Ukraine. Et dans la foulée, on a quand même eu aussi, je vous disais hier, surveiller la publication de l'ISM manufacturier et des PMI manufacturiers. Et les données montrent en fait une décélération de la croissance de l'activité manufacturière en janvier aux États-Unis. Donc pareil, des opérateurs qui commencent aussi à s'inquiéter sur les perspectives de croissance à venir en 2022. Enfin, on a encore une fois tenté de rassurer les opérateurs puisque le président de la Réserve fédérale de Philadelphia, Patrick Harker, a déclaré qu'il pourrait être approprié pour la Fed de relever les taux d'intérêt à 4 reprises cette année, tandis que son homologue d'Atlanta, Raphaël Bostic, a souligné que la Banque centrale devrait agir bientôt pour contrôler l'inflation. Globalement, on sait qu'elle doit agir assez rapidement, ce sera à partir du mois de mars. Maintenant, toute la question est de savoir si le marché, en tout cas si la Fed va procéder à une hausse de 50 points de base. Actuellement, ce n'est pas le scénario qui est privilégié, mais que ce soit les banques ou certains économistes, on fera le point dans la partie macro, difficile de parler d'une hausse ou seulement deux hausses de taux. Là, actuellement, en moyenne, on fera le point dans la partie macro, mais le marché table très clairement sur 5 hausses de taux en 2022. Hier, je vous partageais les prévisions des banques, des grandes banques. La banque la moins agressive tablait sur 4 hausses de taux et au contraire, les banques les plus agressives, elles, tablaient entre 6, voire même 7 hausses de taux en 2022. Maintenant, la question est de savoir est-ce que les marchés ont suffisamment les reins solides pour encaisser
4, voire 5, voire 6 hausses de taux en 2022. Ce matin, en Europe, pareil, on évolue en hausse, on poursuit le rebond. Des résultats globalement bien accueillis en ce début de semaine en Europe. Les investisseurs ont aussi pris bonne note des déclarations de plusieurs responsables de la Fed qui ont estimé, comme je vous le disais, qu'il était temps que la Banque centrale américaine relève ses taux d'intérêt en mars, mais se sont montrés en fait prudents sur ce qui pourrait suivre, à savoir est-ce qu'on va procéder à 4, 5 hausses de taux. Oui, c'est sûr et certain qu'on va effectuer une hausse de taux, ça tout le monde s'en doute. Maintenant, ils se sont montrés un peu plus prudents en disant on verra ce que ça va donner, mais si l'inflation est là, forcément, vous doutez bien que la Fed devra procéder à un tour de vis et de nouveau mettre en place une deuxième hausse de taux, voire une troisième hausse de taux et pourquoi pas une quatrième hausse de taux. On a quand même les résultats d'Alphabet qui ont propulsé le Nasdaq actuellement avant l'Open à 15h30 sur les futurs, puisque actuellement en pré-market, Alphabet gagne 10% dans les échanges grâce à l'annonce d'un chiffre d'affaires record, ce qui offre quand même toujours un soutien à la tendance. Donc là, en fait, on a l'impression qu'on a du rachat de short, que les investisseurs payent les bons résultats, dont Alphabet, Nvidia, pourquoi pas Meta, et ensuite qu'attendre à quoi faut-il s'attendre justement derrière? Dans le sens, est-ce qu'on a un rebond technique, un rachat de short avec des opérateurs qui payent les résultats, mais le thème clé de l'année reste toujours l'inflation et les hausses de taux. Donc une fois que les investisseurs auront digéré les annonces, autant vous dire que si on revient de nouveau sur les perspectives et le resserrement monétaire à venir, je pense que le Nasdaq une nouvelle fois, je ne dis pas décrocher, mais ça me paraît peu probable dans l'état actuel des choses qu'il inscrive un nouveau record. Enfin, l'inflation en zone euro ressort en première estimation quand même à 5,1% en janvier sur un an, contre 5% en décembre. Le consensus tablait quand même sur 4,4% sur un mois. En tout cas, le consensus tablait sur 4,4%. On est ressorti à 5,1% et sur un mois, l'inflation s'établit à 0,3%. Et hors énergie et alimentation, l'inflation, elle ressort à 2,5% sur un an, après 2,7% en décembre. Donc très clairement, hâte de voir le discours de Christine Lagarde demain, même si je pense que c'est un non-événement. Toutefois, va-t-elle continuer à pratiquer la politique de l'autruche? L'inflation est un phénomène transitoire. Ça fait maintenant 6 mois qu'on nous bassine avec l'inflation est transitoire. Finalement, Jérôme Powell, il y a quelques mois, fait un peu marche arrière. On a eu un peu un aveu de faiblesse. Et là, on a quand même le sentiment très clairement qu'en fait, l'inflation est un phénomène transitoire qui dure. Et que les banques centrales essayent de gagner du temps en se disant que ça va retomber sous les objectifs fixés par la BCE, à savoir inférieur à 2%, ou moins égal à 2%. Mais dans le contexte actuel, l'inflation continue de grimper. Donc, normalement, demain, je ne m'attends pas à beaucoup d'annonces de la part de la BCE. Mais suite au dernier chiffre de l'inflation, est-ce qu'elle va adopter peut-être un discours un peu plus hawkish, comme ce fut le cas avec Jérôme Powell? Et auquel cas, actuellement, la BCE a une politique ultra accommodante. Elle ne prévoit pas de réduction du bilan, elle ne prévoit pas de hausse de taux. Donc, c'est l'une des rares banques centrales avec la Chine à adopter et à garder cette politique ultra accommodante. Néanmoins, si elle parle de réduction, sans parler de hausse de taux, mais de réduction de bilan, là, pareil, ça pourrait une nouvelle fois faire tousser les marchés. Donc, un discours important à suivre, avec notamment celui de la Bank of England demain matin. Enfin, le reste de la séance sera animé quand même par l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé aux États-Unis à 14h15. Côté macro, ici, c'est les cycles de hausse et la performance du S&P. Bien entendu, c'est une vue à long terme.
Là, à court terme, on peut avoir des mouvements brusques, erratiques et un accident. Globalement, si on prend ce graphique du S&P 500 avec les différentes hausses de taux à long terme, vous voyez au moins sur une période de 2 ans à 3 ans, on constate tout de même que le S&P enregistre des performances positives, même lorsque la Fed augmente les taux, que ce soit durant cette période où la Fed a augmenté les taux, le S&P a pris 20%, ici 44%, là seulement 4%, 13%. La dernière en date, c'était de 2005 à 2007, 18% pour le S&P. Ici, 28%, mais on a quand même eu un drawdown de 20%. Donc, c'est vraiment une vue à long terme. Effectivement, à long terme, la bourse a pour vocation de monter, mais je n'exclus pas très clairement un accident de marché comme ce fut le cas en 2018. Et on a des similitudes assez frappantes, déjà d'un point de vue technique, comme je vous le disais, que ce soit sur la divergence mensuelle qui s'est formée, qui a été validée ici avec un avalement baissier. Ici, c'est la même chose. Si vous regardez vos graphiques mensuels, divergence baissière mensuelle avec un avalement baissier. Et ensuite, en 2018, la Fed a procédé à 4 hausses de taux. Finalement, fin décembre, le marché rentrait en bear market. La Fed fait volte-face 2019 et derrière, le marché reprend de la hauteur. Donc, effectivement, les hausses de taux ne sont pas non plus dramatiques pour les marchés financiers, mais des hausses de taux trop agressives créent quand même des dérapages non contrôlés et au final, la Fed avait fait volte-face. Donc là, je trouve quand même qu'on a beaucoup de similitudes avec 2018. À long terme, bien évidemment, je reste quand même positif sur le S&P 500, mais je n'exclus pas très clairement une nouvelle jambe de baisse pour l'indice S&P ou même le Nasdaq, comme ce fut le cas en 2018. Maintenant, comme je vous le disais, ce qui est assez marrant, c'est de voir les dirigeants de la Fed sortir du bois en disant oh, on va faire une première hausse de taux, mais ensuite, on verra ce que ça va donner. Ça, c'est un petit peu un discours, si vous voulez, assez bancal, je trouve, dans le sens, oui, on fait une hausse de taux, ça, tout le monde le sait, mais derrière, si l'inflation perdure, eh bien forcément, la Fed devra procéder de nouveau à un tour de vis. Donc, on tente de rassurer le marché comme on peut, finalement, mais qu'on creuse un peu et qu'on regarde très concrètement ce qu'anticipe le marché, eh bien ici, le marché price quand même actuellement à 98,9% une hausse de 125 points de base. Donc, 125 points de base, c'est 5 hausses de taux en 2022. Donc, j'ai du mal à croire que la Fed va se contenter d'une seule hausse de taux en mars. Je pense que même si les marchés corrigent, elle procédera quand même à plusieurs hausses de taux, quitte à ce que le marché purge un peu, puis finalement revienne à un état rationnel et reprenne de la hauteur derrière. Donc, des discours, on a des vents contraires en fait, des discours à la fois des membres de la Fed en mode on va essayer de calmer le jeu, oui, une hausse de taux, ensuite on verra d'ici là ce que ça va donner, et derrière des banques comme JP Morgan, Goldman Sachs, bref, l'ensemble des banques américaines qui tapent sur 4 voire 7 hausses de taux, et les Fed Funds actuellement qui eux price à 98,9% 5 hausses de taux en 2022. Je trouve quand même que c'est beaucoup. Je ne pense pas que le marché ait les reins solides pour encaisser 5 hausses de taux sans nous faire une violente correction. Ça, c'est une certitude. Mais au moins 3 hausses de taux me semblent envisageables. Mais comme le disent actuellement les membres de la Fed, bon, on tente de calmer le jeu à court terme, de rassurer, mais on n'échappera pas à plusieurs hausses de taux très clairement en 2022. Maintenant, reste à savoir si on aura 2, 3, 4, 5, voire même 6 hausses de taux. Encore une fois, il faut laisser du temps au temps. Concernant la partie graphique,
Ici, nous avons donc notre CAC 40 qui arrive sur un niveau clé, le fameux niveau des 61,8. Donc hier, je vous disais quand même, il y avait deux niveaux pour moi à surveiller sur l'indice français. C'était le niveau des 50, avec la même 50, signal de retournement. Bon, très clairement, on n'a eu aucun signal et je vous disais, on laisse tomber ce plan. Si on n'a pas de signal, on attend les 61,8. Donc là, on a eu, ici, j'ai beau passer en données horaires, mais globalement, on n'a eu aucun signal baissier sur les 50%. Donc là, le prochain niveau qui m'intéressait, je vous disais, c'est les 61,8. Et si sur les 61,8, on a une réaction vendeuse, et bien dans ce cas-là, il faudra de nouveau chercher des ventes. En revanche, si on break ce niveau, j'arrêterai de chercher des ventes. Tout simplement car j'estimerais que le marché, en tout cas les acheteurs, reprennent la main. Et par conséquent, l'ascendant psychologique. On sent qu'il y a quand même des acheteurs. On est sur un niveau clé, mais c'est la dernière zone où on peut tenter des ventes. Au-dessus, il faudra, je pense, chercher des achats. Donc, effectivement, si on bascule en données daily, on est sur un bon niveau, 61,8, comme je vous le disais, potentiellement une épaule, tête, épaule. On est sur un niveau clé pour moi, très clairement, mais malheureusement, je n'ai pas de chandelier de retournement. C'est juste ça qui m'embête. On n'a pas eu de chandelier de retournement, que ce soit en données horaires. Peut-être en 15 minutes, dans ce cas-là, à protéger très rapidement, mais même en 15 minutes, vous voyez, on a plutôt un repli de marché. Et ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas de belles bougies baissières, belles bougies flux. Donc là, pour l'instant, on est sur une zone clé, mais vendre ici sans signal, ça m'embête. C'est vraiment cette configuration qui est très propre. Pourquoi pas aller combler ce gap ici en données 4 heures. Mais le seul bémol, en fait, c'est que oui, on est sur zone, oui, on est sur un bon niveau, mais j'ai pas de signal baissier. Donc, j'attends encore un peu, à voir avec la BCE demain. Mais vendre ici sans signal, c'est risqué. Voilà, tout simplement. Il ne suffit pas d'attendre une zone, il faut un signal. Et malheureusement, en l'absence de signal baissier, eh bien, je pense qu'il faut encore patienter. Le DAX, c'est la même chose. Pareil, on est sur un beau niveau, un peu plus fébrile quand même. On est bon, on bute un peu sur le niveau des 50. Pourquoi pas aller chercher sur Excel les 61,8, 15 008. Mais pareil, j'ai pas de signal baissier en fait. J'ai pas de break horaire baissier. J'ai pas de signal 15 minutes qui m'indique que le marché par cet oblique, mais là en 15 minutes, j'ai pas eu un. Voilà, on pourrait très bien venir fermer le gap et voilà, taper la même 50, fermer le gap avant de repartir. Et pourquoi pas aller chercher les 15 minutes. Bref, un marché qui hésite. Je pense pas que le marché va corriger violemment avant la BCE, mais d'un autre côté, pareil, est-ce que le marché va prendre des risques juste avant la BOE et la BCE? Il n'y a aucun intérêt à ça. Donc je me dis peut-être une phase de stabilisation à venir entre 50% et 61,8. Et qu'après les annonces des banquiers centraux, on aura un peu plus de visibilité sur la direction future des prix. Mais pour l'heure, ça s'essouffle effectivement. On n'a pas une belle hausse, hein, ça se fait sur des dojis. Je ne suis pas convaincu. Pour moi, c'est toujours un rebond. Mais là, on est sur une. Voilà, on est pris en étau entre les 61,8 et les 50. Donc, soit si on recasse violemment les 50, eh bien, pourquoi pas vendre. Mais sinon, on peut encore une fois aller chercher 61,8 et 15 008. Et donc là, ce serait la zone idéale pour tenter une dernière vente. Et si on casse ce niveau, encore une fois, j'arrêterai de chercher des ventes et je partirai du principe qu'on est dans un énorme range. Et donc, on pourrait de nouveau aller chercher les 16 000 et pourquoi pas les 16 250. On a vraiment un très beau range là, qui est en place ici. Et actuellement, on est sur le milieu du range. Et là, c'est une zone qui m'intéresse toujours pour chercher des ventes,
mais sur un signal, et malheureusement, je n'ai toujours pas un signal clé sur l'indice DAX. Et invalidation des ventes si cassure au-dessus des 15 minutes. Le Dow Jones, c'est pareil, encore une fois. Pourquoi il ne veut pas me donner? « 61,8. Je crois que les futurs, on est quasiment flat. Je vous disais que les US ont tendance à retracer les 61,8 globalement. Si on pète les 61,8, pareil, il faudra très clairement arrêter de chercher des ventes. Forte probabilité d'aller chercher plus haut encore, même si ça me semble un peu tiré par les cheveux tout ça. Mais globalement, voilà, tous les indices sont sur des niveaux clés avant les chiffres du chômage américain et les annonces des banquiers centraux. En données 4 heures, même constat, hein, on empile les bougies flux, la MM50 là, qui va atterrir bientôt sur ce niveau, c'est une belle zone. Voilà, pour moi, on a une très belle zone à 35 515, 35 630, mais pour l'heure, sur le cash, pour l'instant, j'ai aucun signal baissier. Le rebond se poursuit, et pareil en données horaires. Et en données horaires, on continue. Donc, en l'absence d'un signal baissier, aucune raison de vendre en fait le marché. Il nous faut un signal. J'ai beau basculer, je suis pas allé voir les futurs ce matin. En revanche, petite divergence. Effectivement, ici, vous voyez, on a une petite divergence qui est en train de se former, mais voilà, la zone, de toute façon, on l'a tracée, elle est là. On a une grosse zone. 35 415, 35 400, 35 535 à peu près. Donc, on pourrait faire un excès sur mèche avant de corriger, mais malheureusement, j'ai beau basculer sur toutes les unités de temps, 4 heures, horaires. Il faut un signal, il faut un break baissier, au moins horaire. 15 minutes, c'est un peu juste. Il faudrait au moins un break baissier horaire, ou 4 heures. Et là, pourquoi pas tenter une dernière fois une vente pour retomber sur le bas de la zone. Et comme sur le DAX, comme sur le CAC, si on break les 61,8, on arrêtera totalement de chercher des ventes sur l'ensemble des indices. Au contraire, plutôt chercher des achats. Voilà la stratégie globale qui est assez semblable sur le DAX, le CAC et le Dow Jones. Le Forex, le stop a été touché sur l'euro-dollar. Pourtant, le signal était beau. Impressionné quand même par la hausse de l'euro en seulement quelques séances. J'ai du mal à croire qu'il va sortir par le haut de son canal. Bon, attendons la BCE. Hier, je vous disais qu'on était quand même sur une belle résistance. Ce qui me dérangeait effectivement, c'était le signal de retournement qu'on avait eu ici, avec l'étoile du matin Doji. Mais je n'étais pas convaincu de ce rebond. Pour moi, on avait une belle zone ici qu'on avait travaillé pendant plusieurs semaines. Et là, on l'a cassé en l'espace d'une seule séance. Pourtant, en données 4 heures, on était sur zone, 38,2. On a eu notre break baissier. Vous voyez ici, beau break baissier 4 heures avec un avalement. Et en parallèle, il y avait la divergence qui avait été validée. Pour moi, il y avait un signal à prendre. Je vous disais de placer votre stop loss par ici. Finalement, invalidation, dysfonctionnement de la divergence, invalidation du pattern chandelier japonais et la zone a cédé. Bon, ça arrive, ça fait partie du trading. Le setup était beau. S'il fallait recommencer, je le ferai à 100% en tout cas, car une divergence sur zone avec un avalement baissier dans une tendance baissière de fond, bien évidemment, c'est un setup qui a de l'importance. Malheureusement, celui-ci a dysfonctionné. Donc, tant pis, le stop loss saute, ça fait partie du trading. Et maintenant, j'attends que la poussière retombe et pas de plan de trading.
juste avant la BCE, aucun intérêt. On attendra les annonces de Christine Lagarde jeudi pour faire un gros point sur l'euro-dollar après les annonces. Le GBP AUD, je vous parlais de ce plan début de semaine, peut-être que certains l'ont pris, en vous disant qu'on était sur zone, enfin, en vous disant surtout que on avait ouvert avec un gap haussier sur le Forex, ce qui est plutôt rare, étant donné que le marché cote en continu. Mais le week-end, on peut avoir quelques gaps. Ici, on avait fait un beau gap haussier, vous voyez, avec un avalement. Donc, un signal technique baissier avec un bull trap, en fait. On était sur résistance. Ici, on fait le bull trap, enfin, cassure, avalement baissier, on réintègre. Donc, magnifique bull trap avec un chandelier de retour. Donc, je vous disais, pourquoi pas tenter une vente en étant prudent, étant donné qu'il y avait la BOE demain. Et globalement, le trade se passe plutôt bien avec un stop loss placé par ici. Je pense qu'on peut déjà baisser le stop loss. Petit levier. Hier, on arrivait justement sur la zone. Donc, je vous disais, sur la zone, soit vous attendez la cassure du support, soit un rebond pour revendre et avoir un meilleur ratio. Donc, effectivement, on a eu un rebond, on n'est pas monté bien haut, mais ça a quand même pu offrir un rebond derrière après ce briefing au moment de la publication. Donc, peut-être que certains ont vendu sur le rebond par ici, d'autres ont attendu la cassure et donc le pullback. En tout cas, ça se présente plutôt bien. Ce serait intéressant qu'on ait un peu plus de marge, vous voyez, qu'on corrige un peu plus pour que tout le monde puisse se mettre à break-even. Celles et ceux qui sont rentrés ici ou là, et juste avant la BOE, eh bien, être à break-even et se protéger pour ne pas subir les amplitudes de marché ou les vents contraires si jamais on a une nouvelle jambe de course. Pour l'instant, l'avalement est confirmé, la baisse se poursuit. On a un petit niveau ici, si on casse, je pense qu'on pourrait quand même aller chercher très facilement la MM50. Pas de TP1, pas de TP2, peut-être juste un TP final par ici. La MM50, si on prend nos Fibo et qu'on retrace, 61,8. Bon, ouais, la MM50 me semble un bon niveau à aller chercher. Voilà, ça fait un trade avec un petit ratio de 1 pour 2. Et il y a protégé demain, donc je ferai le suivi bien évidemment. Mais effectivement, avec la Bank of England, on ne prend pas le risque de ne pas mettre son stop à break-even, surtout si on a de l'avance en fait. Donc si on a de l'avance et que ça part dans le bon sens, tant mieux. Là, je pense qu'on pourrait même aller chercher plus loin que la M50. Et si malheureusement contre-pied que ça repart, eh bien au moins on ne sort pas avec une perte, on sort à break-even. L'AUD-USD, pareil, qui nous fait un énorme rebond aussi, comme l'euro. On avait cassé cette zone, finalement ça repart. Je pense que je vais retracer cette zone. Elle est plus aussi pertinente qu'avant. Et je me dis tout simplement que sur cette paire, voilà, pour moi on avait une zone ici, c'était un bear trap, on était repassé au-dessus. Et là, une deuxième fois un bear trap, j'ai du mal avec ce scénario-là, de me dire, ok, une première fois un bear trap, je veux bien, une deuxième fois un bear trap. À mon avis, la zone est mal tracée. Enfin, elle est plus aussi pertinente qu'avant. Vous voyez, ici, là. Et je pense qu'il faut réajuster la zone, en fait. Et pour l'instant, le scénario que j'ai, c'est un range, en fait. De nouveau, sur l'AUD-USD, on est dans un énorme range. Voilà. Et là, on arrive proche du milieu du range. Pareil, MM50. Donc, pour l'instant, rien à signaler. Les zones de vente qui m'intéressent sur cette paire, de nouveau, c'est ici. Tac. Et là, c'est tout. Toujours un biais baissier sur cette paire. Si on est dans un range, eh bien, on fera la rotation complète. Dans ce cas-là, j'attendrai de nouveau ici pour vendre. Et ma foi, si j'ai un beau signal baissier ici sur cette zone de polarité, eh bien, de nouveau, je retournerai à la vente sur cette paire. Encore une fois. Pour l'heure, pas de précipitation, c'est trop tôt, on n'a pas de signal, on n'est pas tout à fait sur la zone. En données 4 heures, on est plutôt dans un V-bottom. Pas de signal baissier en 4 heures ni en horaire. Donc, on attend.
on patiente, on surveille la zone et on interviendra uniquement en cas de signal sur ce beau niveau. 0,7180, 0,7168 proche de la même 50. Si ça casse, pareil, on laisse faire le marché et on attendra la borne haute du range sur signal comme ici pour de nouveau vendre et viser TP1 et TP2 comme la dernière fois. Le gold. Le gold, ça retombe. Voyons voir ce que ça donne en données 4 heures. On a retracé, on a fait 38,2 seulement. Je vous disais de nous mettre à break-even vers les 1817. Bon, la divergence tient encore, toujours. 38,2, c'est pas terrible, c'est pas un niveau intéressant. 38,2, je vais viser quand même un peu plus, au moins la MM50, 1815 maintenant, du coup. 1813. Bon, ça tient, peut-être que certains sont encore à l'achat. Normalement, il n'y avait pas de stop à break-even. Là, vous pouvez soit vous laissez votre stop loss ici, soit vous le remontez sous les plus bas du jour. Vous voyez, ici, le sentiment qu'on a fait un pullback, ça repart avec un joli avalement. À vous de voir. À vous de voir, c'est pas simple le gold, honnêtement. Je trouve que le rebond est fébrile. Je le voyais monter un peu plus haut quand même, aller chercher au moins les 50, peut-être pas les 50, mais 1814, 1815. Les 38,2, ça m'intéresse pas comme niveau. Donc j'aurais aimé qu'on casse ce niveau en fait. Effectivement, si on casse ce niveau, là c'est stop loss à break-even. Mais prendre un TP là, bon, c'est pas interdit, hein, bien sûr, mais c'est pas un niveau clé en fait. Là, 1810, ça correspond à rien du tout comme niveau. 1817, on a quand même MM50. On donnait des lignes. Après, je peux le comprendre, on a quand même la MM50 là qui bloque au-dessus de la tête. Donc, on a tenté hier quand même quelque chose d'intéressant, casser MM50 et MM200. Finalement, on a vite rattrapé sa clôture en dessous. Deuxième tentative aujourd'hui à surveiller, donc à vous de voir. À vous de voir si vous voulez remonter votre stop ou le laisser tel quel pour pas vous prendre une deuxième mèche. Mais mettre son stop à break-even maintenant, c'est pas idiot du tout. Très clairement, je peux le comprendre. Le marché est compliqué. Enfin, ce marché-là est compliqué. Comme je vous le disais, il faut s'attendre de nouveau à des mouvements un peu erratiques, à des portes de saloon, encore une fois, très clairement, des grosses mèches. Donc, se protéger très rapidement, c'est une bonne chose. Voilà. Il faudra s'y prendre à plusieurs fois, à plusieurs reprises, peut-être. Mais si vous avez payé par ici, mettre le stop loss à break-even sous les plus bas, c'est pas interdit. Très clairement, j'attendais un peu plus haut le break en fait des 38,2 pour mettre tout le monde à break-even. Mais quand je vois le manque de carburant et la difficulté à franchir ce petit niveau-là, qui est juste un niveau intermédiaire, voilà, se protéger est une bonne gestion du risque à adopter sur cette classe d'actifs. Donc là, on reprend un peu de hauteur, on est en train de faire un petit avalement 4 heures, donc ça me plaît bien. Bon, faut prolonger, hein, faut prolonger ce mouvement. Clôture dans 27 minutes. On est peut-être sur un repli pour repartir, donc effectivement, remonter le stop ici. Je pense que voilà, après mûre réflexion, tout le monde remonte son stop à break-even. Ou si vous êtes rentré sur la divergence suite à la cassure horaire, peut-être pas à break-even, mais en un stop win. Voilà, vous mettez donc le break-even, c'était plutôt par ici. Là, mettez un petit stop win, au moins si le marché retombe, vous sortez quand même avec quelques gains. C'est mieux que rien. C'est toujours mieux qu'une perte. Donc un stop win, remonter un peu le stop. Finalement, ça ne sert à rien de prendre des risques inutiles ou de rester en mode espoir. Si le marché retombe, eh bien, il retombera et on attendra de nouveau des gros niveaux de support pour chercher des achats. Le Brent, là, très clairement, aucun plan de trading. On a la réunion de l'OPEP qui débute à 13 h. Je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal, j'ai aucune idée de la direction future des prix. Voilà. On a noté des éléments clés.
une divergence baissière. Si les annonces font reculer le pétrole, eh bien, je m'attends à un retour sur les 85-50, mais je ne m'amuserai pas à vendre le pétrole avant la réunion de l'OPEP. Là, ce n'est pas du trading, c'est du casino. Dans l'autre sens, la dynamique de fond demeure haussière. Si les annonces sont plutôt bien perçues par le marché, eh bien, on pourrait poursuivre notre envol et aller chercher 93,50. Et à long terme, les 100 $. Mais là, on voit très clairement que le marché attend quelque chose. Depuis maintenant la semaine dernière, on se stabilise, on fait des doji, on est sous résistance. Voilà, un marché qui est sous résistance ou sur support juste avant une grosse annonce, forcément, c'est que le marché est indécis et qu'il attend le catalyseur, le prochain catalyseur pour déclencher le mouvement directionnel. Donc, pas de plan de trading juste avant l'OPEP. C'est suicidaire, très clairement. Donc là, on attendra le mouvement. C'est sûr que si ça part à la hausse, c'est compliqué d'aller payer le marché. En revanche, si on a un repli, eh bien, vous connaissez ma stratégie, c'est de nouveau de chercher des achats sur ce beau niveau de support. Voilà. On validerait la divergence, on pourrait corriger un peu plus. Ça permettrait au marché de souffler, de respirer, ce qui est tout à fait légitime. Par contre, effectivement, si on accélère à la hausse, ça va être plus compliqué de payer sur cassure. On essaiera d'avoir un repli et d'avoir des cassures Tenkan Kijun dans le sens du flux, dans ce cas-là. Le light, c'est la même chose. Le light, on a la divergence ici, qui est en cours de formation. Si le marché doit se replier, eh bien, je paierai de nouveau les 83. Et au contraire, on a une résistance juste au-dessus de la tête. Donc, si on accélère pleine balle, bon, on sera sous résistance et aucun intérêt de payer sous résistance. Il faudra de nouveau attendre les cassures ou comme sur le Brent, chercher des achats sur cassure, Tenkan, Kijun. Mais pour l'heure, pas de plan de trading. Attendons tranquillement les annonces de l'OPEP, voir comment le marché va digérer tout ça. Et peut-être qu'on pourra enfin établir un plan de trading demain matin. Les crypto-monnaies. Rien n'a changé depuis hier. Même combat, toujours au même stade. Cette fameuse oblique. Ce manque de flux, ce manque de carburant, bon, des volumes un peu plus intéressants sur la séance d'hier, mais voilà, je vous ai vraiment montré l'exemple assez parlant d'une reprise haussière qu'on avait eue fin juillet, avec des bougies vertes, une accélération des volumes et du flux. Et le flux se caractérise dans le corps des bougies, pas dans les mèches. Et derrière, des cassures de résistance. Là, malheureusement, on est toujours dans des bougies qui n'ont pas de corps, des volumes par hier, mais qui étaient globalement qui diminuaient, une oblique, pas de cassure de résistance. Je ne suis pas convaincu. Voilà, je ne suis pas convaincu. La clôture mensuelle est belle. Certes, on a tenu le niveau des 50, mais je ne suis pas convaincu de la reprise, malheureusement. Là, le fait qu'on soit sous plat Kijun, sous oblique, et même si on arrive à casser Kijun oblique, il y a résistance au-dessus de la tête, la MM50 qui va arriver, il nous faut un catalyseur. Voilà, il nous faut un catalyseur. Le Bitcoin est corrélé au Nasdaq. Le Nasdaq vient de prendre 10% en 3 séances. Je me dis que s'il corrige de 2%, le Bitcoin va de nouveau replonger. Mais là, je ne passerai pas acheteur ici. Vendeur, c'est audacieux, pourquoi pas. De toute façon, la dynamique est baissière. Donc, celles et ceux qui vendent ici, à mon avis, ont gagné plus de points, plus de dollars, en tout cas pas en points, vu que c'est pas un indice, mais plus de dollars que ceux qui achètent. Il y avait la divergence ici, ça a permis de stabiliser les cours. Très clairement, ok, stabilisation des cours, mais pour autant, j'ai absolument pas envie de payer ce marché ici. Je préfère, comme je vous le disais, avoir un train de retard, payer à 41 000, mais de me dire, ok, tant pis, j'ai pas eu les 38 000, j'ai eu les 41 000, mais au moins j'ai une confirmation de reprise haussière. Là,
C'est un peu au petit bonheur la chance. On est sous oblique, sous zone, sous MM200. Il n'y a pas de flux. Je ne suis pas convaincu. Il y aurait du flux, pourquoi pas. Il y aurait des volumes, ça montrerait un certain enthousiasme de la part des acheteurs. Là, il n'y a pas de flux, pas de volume, on casse toujours pas de résistance. Je ne rentre pas à l'achat dans ce marché. J'attends le prochain support en fait. Donc, soit on retourne sur 33 850, on fait dans le range, soit on va une bonne fois pour toutes chercher les 30 000 et effectivement, ce niveau est pertinent pour commencer à chercher des achats. L'Ethereum, c'est la même chose, mais lui, pour le coup, casse des résistances, au moins a déjà réussi à casser une première résistance. Maintenant, c'est pas non plus la folie. C'est pas non plus la folie. Comme sur le BTC, hein, payer ici, certainement pas. Enfin, payer sous zone. L'Amazon, il faudrait que je la retrace un peu, mais on est vraiment sous une grosse zone. Et donc, payer ici, c'est incohérent en fait. Ça n'a pas de sens. Voilà, je préfère encore une fois avoir du retard, attendre la cassure, sortir par le haut du canal, proposer un achat, mais au moins j'ai une confirmation de reprise haussière. Car là, pour moi, on est toujours dans cet escalier baissier et personne ne sait si le marché ne va pas taper la résistance et repartir en direction des 1950. Et donc, encore une fois, je préférerais avoir un signal sur un gros niveau de support, comme ce fut le cas ici, plutôt que payer à l'aveugle une configuration qui ne me plaît pas, qui n'est pas, qui manque de conviction à la hausse et qui est sous résistance aussi. Mais on a une surperformance de l'Ethereum par rapport au BTC, et ça oui, je le reconnais. Je m'attends à moyen long terme quand même à une surperformance de l'Ethereum par rapport au BTC, mais pour autant, si le BTC va à 30K, on ira à 1950 sur l'Ethereum, je pense, ou du moins on retombera sur les 2545. Donc si on retombe sur les 2545, pourquoi pas tenter quelque chose, un achat si on a un beau signal. Mais ici, certainement pas. Pour moi, c'est un rebond technique. Ça reste un rebond technique. Et tant que je n'ai pas une confirmation de reprise haussière, je n'irai pas dans ce marché à l'achat. À part celles et ceux qui ont payé la divergence ici. Effectivement, on avait une petite divergence. On avait retracé les 50. Si vous avez pris vos bénéfices, gardez un reliquat, tant mieux pour vous. Effectivement, vous avez un point d'entrée plutôt correct. Auquel cas, pour celles et ceux qui sont rentrés ici, eh bien, stop loss à break-even maintenant et patienter. Si on casse la zone, eh bien, il faudra retourner au charbon sur des niveaux un peu plus bas. Par contre, effectivement, une cassure de ce niveau, là, on aurait un signal, enfin, en tout cas, on aurait enfin un signal intéressant sur l'Ethereum. Mais pour l'heure, comme sur le BTC, un sentiment de rebond technique. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire à 14 h avec mon invité Vam Fibo qui puisse un peu vous parler des marchés financiers et du trading surtout, puisqu'il a quand même pas mal d'expérience. Et donc, j'espère que vous serez nombreux à venir lui poser vos questions avant de le découvrir d'ici 2 semaines dans des émissions hebdomadaires qu'il animera pour DailyFX. Très bonne journée à vous, bon trading et je vous dis à cet après-midi pour celles et ceux que je reverrai en live.